Donc c'est assez comique parce qu'on a le texte en français, le texte en japonais de l'autre côté. On a également au mur des photographies de la pièce donc, qui avait été rejouée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1997, mais on a également une photographie d'une des représentations originales, enfin une des premières, ça c'est début du XXe, dans une abbaye à Saint-Vendry en Normandie, que Maeterlinck avait acheté, et il avait acheté pour y faire, entre autres, des représentations de théâtre. Donc c'était des représentations privées, sur invitation, et il y avait toute une mise en scène autour, toute une mise en scène du théâtre, et toute une mise en scène autour d'eux-mêmes, finalement, autour de lui et de sa femme, qui était actrice également, et donc vous avez là un portrait en photo, donc où là elle joue un des personnages d'une autre pièce de Maeterlinck qu'on a voulu mettre en lumière, qui est l'Oiseau bleu. Alors Georgette Leblanc, qui était donc la femme de Maeterlinck, qui est une cantatrice, actrice, etc. Et elle se retrouve ici photographiée avec, elle porte sur cette photo, évidemment c'est en noir et blanc, donc on ne s'en rend pas compte, mais elle porte le voile qui est ici, que vous avez là. Donc c'est un voile qui est de 1911 et qui était le voile que Georgette Leblanc portait pour jouer le rôle de la Fée Lumière, qui est un des personnages de l'Oiseau bleu. L'Oiseau bleu dont vous avez ici un bel ouvrage illustré. C'est une autre pièce de Maeterlinck, une autre pièce un peu plus tardive que Péléas et Mélisande, qui est une espèce de fable onirique, une sorte de voyage initiatique, où se retrouvent en fait deux enfants, deux petits-enfants, Tiltil et Mytil, qui sont frères et sœurs, et ils se retrouvent à la recherche de cet oiseau bleu qui est censé leur donner le bonheur. C'est la clé du bonheur, et c'est une fable, donc c'est une histoire où on découvre en 12 tableaux comment ces enfants passent d'un endroit à l'autre, toujours à la recherche de cet oiseau bleu qui devrait leur apporter le bonheur. Ils rencontrent un tas de personnages sur leur chemin. On se retrouve, bien entendu, je vous dis, dans le monde de la fable, c'est-à-dire que les animaux parlent, les arbres parlent, tout ça prend vie, avec à chaque fois des menaces. On se demande toujours, est-ce qu'ils vont arriver à trouver cet oiseau bleu qui leur permettra d'atteindre le bonheur. Évidemment, je me raconte la fin, ce serait trop drôle. Vous le lirez vous-même, c'est pas très long à lire en plus, de toute façon. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, des jeunes comme vous avaient travaillé sur ce texte à Mons, à Berwoods. Et ils avaient travaillé sur ce texte et ils avaient entre autres un groupe avec deux filles. Voilà, Sarah Longo et Céline Bougard avaient recréé avec des Playmobil, comme vous le voyez là, un des tableaux, une des scènes de l'Oiseau bleu. Donc vous voyez qu'on arrive à le lire en classe et en faire des choses intéressantes. Donc ça c'est ce qui concerne Maeterlinck. Après, j'espère que vous aurez un petit peu de temps pour regarder un petit peu. Il y a des lettres, vous voyez, il y a des manuscrits, il y a des documents un peu de toutes les époques qui vous permettent de voir. Qui vous permettent de voir ce que l'on propose comme type de document et qui vous font rentrer finalement dans l'œuvre. Le deuxième auteur d'avant-guerre sur lequel on a voulu s'arrêter, c'est Fernand Cromlinck. Alors avec Fernand Cromlinck, on est un peu plus tard, on passe aux années 20-30, et puis également il est encore écrit un petit peu dans l'après-guerre, mais nettement moins, mais on part surtout à l'époque de l'entre-deux-guerres, où l'on a, on a déjà des pièces. Le Cocu Magnifique, excusez-moi, date déjà d'avant. On a des pièces où là, on passe du symbolisme de Maeterlinck à quelque chose qui touche déjà plus la fantaisie, dans le sens où on commence à perdre un peu pied, et c'est une des choses qui va caractériser un peu la littérature belge aussi de cette époque. On perd un peu la distance entre le réel et l'irréel. Comment Cromlinck opère-t-il ce changement entre le réel et l'irréel ? Par la farce, par le grotesque. C'est-à-dire que tout est grossi, tout est exagéré. Les sentiments sont exagérés, les pulsions sont exagérées, les passions sont exagérées. Et c'est justement ce contraste entre ce qui est réel et les manières dont l'être humain réagirait normalement face aux situations, et la manière dont les personnages de Cromlinck réagissent face aux différentes situations qui leur sont proposées. Eh bien, c'est justement ça qui fait sens, c'est-à-dire cette exagération. Donc, les 2 pièces sur lesquelles on a voulu s'arrêter, c'est d'une part le Cocu Magnifique, qui a été joué longtemps et qui l'est encore de nos jours, et puis une autre pièce célèbre de Cromlinck, ce sont les Amants puérils, dont on n'a pas parlé également, mais ce sont, si vous deviez retenir que 2 noms,
de Cromlinck, deux pièces de Cromlinck, ce seraient ces deux-là, hein, le Cocu magnifique et les Amandes puériles. Alors du Cocu magnifique, on présente ici un certain nombre de documents, vous verrez le portrait de Cromlinck également, une petite lettre où on voyait déjà que les rapports entre les auteurs, les metteurs en scène, les gens qui vont au théâtre, les gens de théâtre et la presse belge n'étaient pas toujours évidentes. Hein. Là, on a une lettre qui dit comment ça se fait, il dit carrément au rédacteur en chef du soir, comment ça se fait que vous n'avez pas parlé de cette pièce. Donc ils écrivent et puis on voit la réaction puisque 2 jours plus tard, l'article est quand même paru dans le journal. Et alors il y a un document, une pièce relativement intéressante parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de la voir. Vous avez ici une maquette en bois qui avait été créée pour une des mises en scène du Cocu magnifique. Le Cocu magnifique a été joué à Paris pour la première fois dans une mise en scène de l'Uniepo, mais ensuite il s'est retrouvé à Moscou. Donc vous voyez que notre théâtre s'est toujours très bien exporté, il s'exportait d'ailleurs beaucoup mieux avant, semble-t-il, que maintenant. Mais cette pièce avait été jouée à Moscou en 1922 et vous voyez là une maquette d'un décor fait par un Russe qui était donc le décor du Cocu magnifique. Donc vous voyez bien qu'on est en 1922, on est dans un modèle constructiviste, on appelle ça, c'est-à-dire, hein, vous voyez un petit peu cette abstraction finalement que l'on retrouve là dans le décor. C'est la maquette originale. Elle est conservée normalement chez nous, dans notre salle de lecture, et on l'a déplacée ici pour l'occasion. Normalement, mais je crois que je vais me défaut du temps, non. Ça bouge, mais bon, ça bouge pas beaucoup. Mais là, il y a un problème de hauteur, donc je n'arrive pas à vous le montrer. Mais simplement, le mécanisme fonctionne toujours et le petit moulin, voilà, oui. le petit moulin se met en marche. Et simplement, ça fait partie de l'originalité de cette pièce. Donc, je vous le rappelle, qui avait été montée à Moscou. On arrive maintenant au 3e auteur. Donc, vous voyez comment ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est qu'il y a, si les thèmes, comme je le disais en introduction, restent les mêmes, on a une évolution dans la manière de présenter, de développer ces sujets. Avec Cromlinck, on était déjà, je vous l'ai dit, dans une espèce de grotesque, dans une espèce de farce. Avec Gelderode, Michel de Gelderode, qui est le 3e auteur d'avant-guerre, dramaturge, extrêmement prolifique, l'auteur d'une centaine de pièces de théâtre, dont la plupart, certaines restent inédites, mais la plupart ont été montées. Avec Gelderode, on arrive véritablement à ce qu'on appelle le baroque. C'est une écriture baroque, où là justement la farce, le grotesque, le grossi, l'exagéré prend tout son sens. Quelles sont les influences de Gelderode dans le théâtre? Eh bien on a d'une part tout ce qui concerne les bouffons. Vous savez, ces personnages médiévaux, un peu grotesques, un peu ridicules finalement, qui concentrent en eux tous les traits de l'homme. Gelderode donc met en scène de nombreux bouffons. Il a d'ailleurs une pièce qui s'appelle l'école des bouffons. Il y a aussi beaucoup d'influences, on retrouve dans les pièces de Gelderode l'influence finalement un peu du cirque, vous voyez, de tout ce monde, pas de clown, mais tout ce monde un peu clownesque, hein, un peu exagéré, beaucoup de personnages grimés, maquillés, grossis, des femmes, on retrouve souvent chez Gelderode des femmes qui ont l'air jeunes, mais en fait elles sont très vieilles, peut-être même d'ailleurs qu'elles sont mortes, mais elles sont toujours là, parce qu'elles se maquillent, parce qu'elles se... C'est véritablement l'exagération. Hein, le baroque, c'est l'exagération. C'est l'exacerbation des sentiments, l'exacerbation de la mise en scène. Alors de Gelderode, qu'est-ce que l'on voit ici? La mort également. Hein, la mort est très 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 présente, elle marque toutes les pièces, ou pratiquement toutes les pièces de Gelderode. Et une autre influence également très forte dans le théâtre de Gelderode, c'est l'image de la Flandre mythique du XVIe siècle, c'est-à-dire la Flandre espagnole, hein, à l'époque des Pays-Bas espagnols. La Flandre, quand je dis la Flandre, c'est également nos régions, était sous influence espagnole. Et il y a, donc c'est
grand nom c'est Charles Quint, et puis Philippe II. Gelderode met lui-même en scène plusieurs fois Charles Quint et Philippe II. Charles Quint par exemple dans Le Soleil se couche, qui raconte la fin finalement de ce grand empereur. Il met en scène Philippe II notamment dans Escurial. Donc on a comme ça des personnages historiques qui se retrouvent mis en scène dans les pièces de Gelderode. Il a aussi énormément travaillé sur les mythes. Il met en scène Faust par exemple, il met en scène Don Juan. Un Don Juan, je vous conseille la lecture de Don Juan si c'est un personnage qui vous attire, parce que c'est un Don Juan véritablement particulier, c'est un Don Juan complètement paumé dans la société, son rôle de séducteur ça marche plus, ça va plus du tout, et voilà. Il se retrouve dans une espèce de maison close, pour parler proprement. Donc il se retrouve avec toutes ces femmes autour de lui qui elles aussi sont complètement déglinguées. Donc c'est un donjon particulièrement intéressant. Donc de Gelderode, qu'est-ce qu'on montre ici? Eh bien des affiches, vous les voyez là, de différentes époques également, dont une mise en scène en Espagne. Une mise en scène en Espagne avec Escorial, comme disent les Espagnols, mais qui est en fait Escurial. Escorial, c'est le lieu, c'est le palais qu'avait fait construire Philippe II dans la banlieue, je veux dire, de Madrid, dans les montagnes qui entourent Madrid. Donc c'est ce grand palais très austère, très sérieux, qu'avait fait construire Philippe II. Et c'est donc un des titres qu'utilise Gelderode pour une de ses pièces. Donc des affiches. Vous avez également une lettre où vous voyez son écriture également très baroque elle-même. On conserve aux archives et musées de la littérature énormément de correspondances parce que c'était un grand épistolier, il écrivait énormément de lettres. Et donc on conserve beaucoup de lettres de Michel de Gelderode où on peut voir cette écriture baroque. Il écrivait aussi souvent sur des petites cartes postales que vous avez là, ou bien sur des photos. Il a notamment une photo de lui-même. Et vous voyez avec le jeu de miroir de la vitrine, vous pouvez voir l'arrière. Et où on remarque, même dans sa calligraphie, il est baroque, il est exagéré. Souvent il y a des petits dessins, parfois des femmes nues aussi, il dessinait beaucoup de femmes nues. Il glissait des photos aussi de femmes nues qu'il décorerait, etc. Donc il y avait une grande passion pour la femme en tant que, tout ce qu'elle représente, mais également la femme physique. Le corps de la femme l'intéressait beaucoup. Donc voilà un certain nombre de documents, des traductions également de Gelderode, des photos de représentation du Grand Macabre et de Escurial, si je ne me trompe. Voilà, de Escurial où vous avez là le roi et son bouffon, comme je le disais tout à l'heure.